Pendant des siècles, une question silencieuse a traversé l'histoire sans jamais vraiment obtenir de réponse honnête. Qui, de l'Afrique antique ou de l'Europe antique, formait réellement les meilleurs savants? Une question simple en apparence, mais brûlante. Une question qui va à l'encontre des récits scolaires traditionnels, des manuels d'histoire écrits à sens unique et surtout des mythes que l'on a imposés aux peuples du monde pour justifier des siècles de domination et d'arrogance intellectuelle. Car dans l'imaginaire collectif, celui façonné par Hollywood, par les écoles coloniales et par les récits eurocentrés, l'Europe antique est souvent présentée comme le berceau de la connaissance. Le continent qui aurait inventé la philosophie, la science, la pensée rationnelle, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, l'architecture. Comme si la lumière ne pouvait naître que d'un seul horizon. Comme si la civilisation n'avait qu'un seul visage. Comme si l'Afrique n'avait été qu'un désert intellectuel avant l'arrivée des conquérants européens. Mais lorsque l'on efface les mensonges, lorsque l'on retire les filtres idéologiques, lorsque l'on ose regarder les archives, l'archéologie, les papyrus, les stèles, les universités anciennes, les traditions orales et les découvertes scientifiques, un tout autre tableau apparaît. Un tableau où l'Afrique antique, de l'Égypte pharaonique à la Nubie, de l'Abyssinie à Carthage, se révèle être l'un des plus grands centres intellectuels de l'humanité. Un tableau où l'Europe antique, brillante elle aussi, avec la Grèce et Rome, apparaît non pas comme l'origine de la connaissance, mais comme l'héritière de découvertes venues d'ailleurs, et souvent venues d'Afrique. Cette vérité dérange, elle bouscule, elle renverse des siècles de propagande, et c'est précisément pour cela que cette vidéo existe. L'Afrique antique n'a rien à envier à l'Europe antique en matière de science, de philosophie et de génie intellectuel. Dans certains domaines, elle l'a même largement devancée. Mais attention, cette vidéo n'est pas un concours. Ce n'est pas une bataille entre continents. Ce n'est pas une glorification de l'un contre l'autre. C'est une remise à plat. C'est une réconciliation avec la vérité. C'est une invitation à comprendre que la connaissance n'a jamais eu de couleur, mais qu'elle a souvent été volée, camouflée ou réécrite. Car poser la question « Qui formait les meilleurs savants ?» ce n'est pas chercher un gagnant. C'est chercher la vérité dans un monde où l'histoire a été écrite par les vainqueurs, et donc souvent contre la vérité. Alors pour répondre honnêtement, il faut repartir d'un principe fondamental. À quoi reconnaît-on une civilisation savante? Est-ce à la capacité d'observer les étoiles? De mesurer le temps? De concevoir des systèmes politiques avancés? De documenter des maladies? D'écrire des théorèmes? D'élever des monuments défiant les millénaires? D'enseigner, de philosopher, de débattre, de transmettre? Si ce sont les critères, alors prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va peut-être bouleverser tout ce que tu pensais savoir. Prépare-toi à découvrir que les premiers astronomes documentés au monde étaient africains. Les plus anciennes universités connues de l'humanité se trouvaient en Afrique. Les mathématiques égyptiennes précédaient de 2000 ans les mathématiques grecques. Hippocrate, Pythagore, Thalès, Socrate, Platon ont étudié en Afrique. Les bibliothèques africaines comptaient des centaines de milliers de manuscrits lorsque l'Europe traversait encore ses âges obscurs. L'Afrique maîtrisait la médecine, la chirurgie, la chimie, l'alchimie, l'architecture, la métallurgie bien avant la naissance de la Grèce classique. Et en face, l'Europe antique, riche, brillante, fascinante, s'est aussi construite sur ses propres traditions intellectuelles, mais très souvent nourrie, enrichie, inspirée ou directement héritée de celles venues du continent africain. Alors aujourd'hui, nous allons comparer, sans passion, sans mensonge et sans filtre. L'Afrique antique, ses savants, ses écoles, son génie scientifique, l'Europe antique, sa philosophie, sa logique, ses penseurs, ses avancées. Nous allons voir qui formait les savants les plus complets, qui disposait des institutions les plus avancées, qui possédait les connaissances les plus anciennes, qui a influencé l'autre et pourquoi l'histoire moderne a tenté de rendre invisible l'apport africain. Et tu vas comprendre aussi pourquoi, au XXIe siècle, cette question n'est pas anodine. Pourquoi elle touche à l'identité, à la mémoire, à la dignité. Pourquoi elle dérange tant? Pourquoi elle représente pour beaucoup un acte de résistance intellectuelle?
Parce que lorsque l'on comprend que des civilisations africaines anciennes dominaient les sciences, cela renverse toute l'architecture mentale du colonialisme. Cela brise le mythe du retard africain. Cela détruit l'idée que la science viendrait seulement de l'Occident. Et cela redonne un souffle nouveau à toute une génération déterminée à comprendre qui elle est et d'où elle vient vraiment. Alors installe-toi, respire, oublie tout ce qu'on t'a raconté dans les manuels d'histoire. Ouvre ton esprit, car tu t'apprêtes à voyager à travers deux mondes qui ont façonné l'humanité, mais dont un a été rendu invisible. Lorsque l'on parle de l'Afrique antique, beaucoup imaginent un continent figé dans la tradition, éloigné de la science et de l'innovation. Mais cette vision réduite est un mensonge historique. Car l'Afrique, bien avant la Grèce et Rome, a été l'un des premiers laboratoires intellectuels de l'humanité. C'est en Afrique que l'âme a appris à observer les étoiles, à mesurer le temps, à prédire les crues, à développer l'écriture, à pratiquer la médecine, à bâtir des structures défiant la logique. C'est sur ces terres que se sont formées certaines des écoles les plus prestigieuses du monde antique. Et c'est ici, bien avant les amphithéâtres d'Athènes ou les forums de Rome, que se tenaient des savants, dont la réputation dépassait les frontières. Kemet, l'Égypte pharaonique, berceau des sciences humaines et exactes. L'Égypte antique, ou Kemet, n'était pas seulement un royaume de pyramides et de pharaons. C'était l'une des premières sociétés savantes du monde. Sa réputation était telle que les Grecs eux-mêmes appelaient ses prêtres les maîtres de la sagesse. Les temples-écoles, les maisons de vie. Dans l'Égypte ancienne, les centres d'apprentissage s'appelaient les pères Ankh, maisons de vie. Il ne s'agissait pas de simples lieux de culte. C'étaient de véritables universités, où l'on enseignait les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la pharmacopée, la littérature, la philosophie, la géométrie, l'architecture, la théologie, l'administration. Les élèves y passaient des années, parfois des décennies. L'enseignement y était rigoureux, structuré, méthodique. Les maisons de vie de Karnak, d'Abydos, de Memphis et d'Héliopolis étaient célèbres dans tout le bassin méditerranéen. C'est en Afrique que les savants grecs venaient étudier. Oui, les pères de la philosophie occidentale furent élèves avant d'être maîtres. Héliopolis, l'université des dieux. Héliopolis était considérée comme la plus prestigieuse école du monde antique. Les Grecs l'appelaient simplement la cité du soleil. C'est ici que Pythagore a étudié la géométrie et les mathématiques. Platon a découvert les fondements de la philosophie africaine. Thalès a appris l'astronomie et les sciences de la mesure. Hippocrate a observé les pratiques médicales avancées des prêtres médecins. Les Grecs n'ont jamais caché cette vérité. Ils l'ont écrite dans leurs textes. Mais l'Europe moderne l'a minimisée, caricaturée, effacée. Les savants africains, pionniers silencieux de la science mondiale. Bien avant Socrate, Aristote ou Archimède, il eut Imhotep. Né autour de 2700 avant Jésus-Christ, il fut architecte, médecin, ingénieur, astronome, prêtre, philosophe et conseiller politique. Il est considéré par les historiens comme le premier scientifique et polymathe documenté de l'humanité. À une époque où l'Europe n'avait encore aucune ville structurée, Imhotep concevait des monuments en pierre, développait des méthodes médicales avancées et théorisait la pensée scientifique. La médecine égyptienne, 2 millénaires d'avance. Le papyrus Edwin Smith, vieux de plus de 3500 ans, est le plus ancien traité médical connu. On y trouve des diagnostics détaillés, des descriptions de fractures, des opérations chirurgicales, des traitements contre les infections, des examens neurologiques et même des immobilisations de membres brisés. Cette précision n'existera en Europe qu'à partir du Moyen Âge. Et pourtant, ces savoirs sont africains. Les médecins de Kemet pratiquaient aussi la trépalation, les sutures, la stérilisation, l'utilisation de plantes aux propriétés antibiotiques et la dentisterie. Plus tard, les Arabes et les Grecs s'inspirèrent directement de cette science. Nubie, Aksum, Carthage.
puissances intellectuelles effacées. L'Afrique antique ne se résume pas à l'Égypte. D'autres civilisations ont été de véritables centres de savoir, mais l'histoire occidentale les a volontairement réduites au silence. La Nubie, maître de l'astronomie et des mathématiques. Au sud de l'Égypte, la Nubie abritait des royaumes avancés, Kerma, Napata, Méroé. Ces royaumes maîtrisaient la sidérurgie, la métallurgie, les mathématiques et l'astronomie. Les fouilles de Méroé ont révélé des instruments de mesure, des calendriers stellaires, des écritures complexes et une industrie du fer qui surpassait celle de Rome. Aksum, la civilisation des ingénieurs. En Éthiopie, le royaume d'Aksum, 1er 7e siècle, était l'une des superpuissances du monde antique. Il possédait une monnaie officielle, une écriture propre, le ge'ez, des techniques d'ingénierie avancées, un commerce international structuré et une administration sophistiquée. L'Europe médiévale n'avait aucune société de ce niveau au même moment. Carthage, la cité des savants marins. Les Carthaginois maîtrisaient la navigation océanique, l'astronomie navale, l'ingénierie militaire, l'urbanisme, l'agronomie. Le savant Magon de Carthage, auteur d'un traité d'agriculture de 28 volumes, fut considéré comme une autorité scientifique par les Romains eux-mêmes. Les grandes universités d'Afrique, avant l'Europe, avant tout le monde. Quand on pense université, beaucoup imaginent Bologne ou Oxford. Mais les plus anciennes universités du monde sont africaines. 1. L'université d'Al-Qarawiyyin, Maroc, 859, fondée par Fatima Al-Fihri, une femme africaine. Enseignement, mathématiques, astronomie, médecine, théologie, grammaire, philosophie. Les Européens venaient y étudier. L'université de Tombouctou, Mali, 11e siècle. Avec plus de 25 000 étudiants et plus de 100 000 manuscrits, elle était l'une des plus grandes bibliothèques du monde. On y enseignait la logique, la médecine, le droit, l'astronomie, les mathématiques, la poésie, la littérature, la métallurgie. L'Europe, à cette époque, sortait à peine de ses âges sombres. L'Afrique antique, une conception globale du savoir. Contrairement à l'Europe où la connaissance a souvent été sectorisée, l'Afrique concevait le savoir comme holistique. Le médecin était astronome, l'architecte était philosophe, le prêtre était mathématicien, le roi était historien. La polyvalence n'était pas l'exception, c'était la norme. Cela donnait des savants complets, capables de comprendre le monde dans sa globalité, une vision qui inspirera plus tard les Grecs, puis les Arabes, puis l'Europe moderne. Alors, l'Afrique antique formait-elle les meilleurs savants ? Sur la base des faits historiques, la réponse dérange. Mais elle est incontestable. Oui, l'Afrique antique fut l'un des plus grands centres scientifiques de l'histoire humaine. Dans certains domaines, mathématiques, astronomie, médecine, administration, elle dominait. Dans d'autres, philosophie, logique formelle, elle influença grandement les Grecs. L'Afrique antique n'était pas en retard, elle était en avance, bien avant que l'Europe ne s'éveille. Lorsque l'on tourne le regard vers l'Europe antique, on entre dans un univers qui a marqué l'histoire du monde d'une manière spectaculaire. La Grèce, Rome, les cités méditerranéennes, les écoles philosophiques, les innovations politiques, les avancées techniques, tout cela compose une mosaïque fascinante qui a profondément influencé les structures intellectuelles de l'Occident moderne. Mais pour comprendre réellement la place de l'Europe antique dans l'histoire scientifique, il faut dépasser la mythologie européenne, ces récits qui la placent au centre absolu de toute connaissance. La vérité est plus nuancée, plus complexe, plus humaine. La lumière intellectuelle de l'Europe antique ne naît pas dans l'isolement. Elle se nourrit d'influences plus anciennes, notamment africaines, et se développe à travers des échanges incessants avec les civilisations du Sud et de l'Est. L'Europe antique est avant tout un carrefour, un lieu de synthèse, une zone d'appropriation, mais aussi d'innovation. Ces savants brillent non seulement par leur réflexion, mais aussi par leur capacité à systématiser, formaliser et diffuser des idées.
Même si plusieurs sciences y sont importées, elles y trouvent une reformulation structurée qui marquera profondément la pensée humaine. Lorsque l'on parle de Grèce antique, on évoque spontanément les noms de Pythagore, d'Aristote, de Platon, de Socrate, d'Euclide, d'Héraclite. Ces noms résonnent dans le monde entier, enseignés dans presque toutes les écoles modernes. Ce prestige n'est pas dû au hasard. La Grèce antique a développé un espace unique, celui du débat ouvert, de la dialectique, de la contestation des idées, de la philosophie comme exercice public. Là réside son originalité la plus marquante. Alors que de nombreuses civilisations anciennes possédaient des connaissances scientifiques extrêmement avancées, la Grèce a transformé la réflexion en un art systématisé. Questionner le monde, le discuter, le désosser par la logique. Mais il serait faux de croire que les Grecs ont inventé la philosophie. Ils ont, en grande partie, voyagé pour l'étudier. Les récits anciens racontent que Pythagore a passé plus de 20 ans en Égypte et en Nubie pour y apprendre les mathématiques, la géométrie sacrée, la cosmologie, les règles de proportion et l'harmonie universelle. Thalès a souvent été considéré comme le premier philosophe grec, a également étudié chez les prêtres africains. Platon, selon ses propres écrits, a découvert à Héliopolis des conceptions cosmogoniques bien plus anciennes que celles de la Grèce. Aristote lui-même, tout en critiquant certaines traditions africaines, reconnaissait que la chronologie scientifique de l'Égypte dépassait celle de la Grèce de milliers d'années. L'Europe antique brille donc par sa capacité d'organisation intellectuelle. Elle crée les premières écoles philosophiques publiques, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le portique de Zénon. Ce sont des lieux où l'on discute, où l'on questionne les dieux, la nature, les lois, la société, les nombres, le cosmos. La philosophie y devient une discipline structurée, presque mathématique. Les Grecs ne prétendent pas tout savoir, ils prétendent comprendre. Et c'est cette quête intellectuelle, presque obsessionnelle, qui donnera naissance à des schémas de pensée logiques que l'Occident moderne revendique encore aujourd'hui. Mais cette brillance ne concerne pas que la philosophie. Les Européens antiques se distinguent aussi par leur génie politique. La démocratie athénienne, bien qu'imparfaite, excluante et très partielle, reste une expérience novatrice. Celle de confier le pouvoir à un corps de citoyens, d'organiser la parole, de légiférer par délibération collective. Ce modèle influencera toute démocratie moderne. Rome, de son côté, invente un système juridique d'une précision incroyable. Le droit romain, fondé sur la propriété, les contrats, les procédures civiles et pénales, deviendra la base de nombreux systèmes juridiques contemporains. Là encore, l'Europe excelle non pas dans la création ex nihilo, mais dans la systématisation. Sur le plan scientifique, l'Europe antique présente un paysage contrasté. Les mathématiques grecques sont brillantes. Euclide codifie la géométrie de manière si parfaite que ses éléments deviendront un manuel universel pendant 2 millénaires. Archimède révolutionne la mécanique, la physique, l'hydrostatique. Hippocrate qui Galien structure la médecine occidentale. Ératosthène calcule presque parfaitement la circonférence de la Terre. Aristarchus propose un modèle héliocentrique bien avant Copernic. Certains de ces penseurs s'appuient sur des savoirs africains ou babyloniens. D'autres inventent des théories originales. La grande force de l'Europe antique n'est pas d'avoir inventé toutes les sciences, mais de les avoir codifiées, écrites, organisées, transmises selon une méthode qui deviendra le fondement de la science moderne. Ce sens de la structure, cette obsession du raisonnement logique, cette volonté d'universaliser la connaissance donnent à l'Europe antique une place singulière dans l'histoire intellectuelle. Mais il serait erroné de ne montrer que le côté lumineux. L'Europe antique, contrairement à l'idée répandue, n'était pas un espace harmonieux de savants éclairés. Elle était traversée par de profondes contradictions. La Grèce glorifiée dans les récits modernes n'était qu'un ensemble de cités rivales constamment en guerre. Athènes reposait sur l'esclavage, tout autant que Sparte et les autres cités. La majorité de la population n'avait pas accès à l'éducation. Les femmes n'avaient aucun droit politique. Une grande partie des connaissances venait des contacts extérieurs, souvent dénégrés par les mêmes auteurs qui les utilisaient. De plus, la science grecque n'était pas expérimentale dans le sens moderne du terme. Elle reposait souvent sur la spéculation logique. Beaucoup de théories étaient brillantes, mais fausses. Aristote, par exemple, croyait que les femmes étaient des hommes incomplets. Pythagore interdisait aux femmes de manger des fèves.
Les Grecs croyaient parfois plus en la symétrie divine qu'en l'observation empirique. Le progrès scientifique en Europe antique fut réel, mais limité par des croyances religieuses et métaphysiques fortes. Rome, quant à elle, n'a jamais été un grand centre scientifique. Elle admirait la culture grecque, l'imitait, mais ne produisait que très peu de savants. Son génie était ailleurs, dans l'ingénierie. Aqueducs, routes, ponts, machines de siège, urbanisme, logistique militaire. Les Romains excellaient dans l'art de transformer la pensée grecque en technologie pratique. Ils absorbaient les innovations d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de Grèce et les perfectionnaient. La grandeur romaine était matérielle, politique, administrative, plus que scientifique. Lorsque l'Empire romain s'effondre, l'Europe entre dans une période de fragmentation intellectuelle. Une partie de son héritage grec disparaît. Les bibliothèques brûlent. Les monastères deviennent les seuls sanctuaires du savoir. Pendant ce temps, le monde africain et arabe conserve, traduit et enrichit les textes grecs. Sans l'Afrique du Nord, sans les érudits de Fès, de Kairouan, de Tombouctou, de la Nubie chrétienne, sans les savants arabo-berbères, l'Europe n'aurait jamais retrouvé Aristote, Euclide, Galien ou Ptolémée. L'Europe antique a donc joué un rôle essentiel, celui d'unificateur, de systématisateur et parfois de créateur. Elle n'a pas inventé toutes les sciences, mais elle a créé un modèle intellectuel fondé sur la logique, le débat, la classification et la transmission écrite. Elle a brillamment enrichi des fondements venus d'Afrique et d'Asie, puis les a propagés. Ainsi, lorsqu'on compare Afrique antique et Europe antique, il ne s'agit pas de savoir qui était supérieur. Ce concept n'a aucun sens historique. Les deux continents ont contribué autant l'un que l'autre à l'évolution de la pensée humaine. L'Afrique a fourni les premiers savoirs structurés, les premières écoles, les premières dynasties de savants. L'Europe les a analysés, formalisés, repensés. L'une était la source, l'autre le prisme. L'une l'origine, l'autre la diffusion. Mais ce qui est certain, c'est que l'Europe antique n'a jamais été ce que les récits modernes décrivent, un continent inventeur de tout. Elle a été un continent étudiant, puis organisateur, puis conquérant. Un continent brillant, mais profondément redevable. Un continent, comme tous les autres, a puisé ses forces dans l'héritage des civilisations plus anciennes. Comparer l'Afrique antique et l'Europe antique n'a jamais eu pour objectif de déterminer un gagnant ou un perdant. Ce serait trahir l'histoire, simplifier à outrance des civilisations dont les destins ont été bien plus entremêlés qu'on l'imagine. L'Afrique antique, avec ses écoles millénaires, ses archives scientifiques, ses savants voyageurs, ses observatoires astronomiques et ses bibliothèques immenses, est le berceau de nombreuses connaissances fondamentales. La géométrie sacrée, les mathématiques pratiques, la médecine organisée, l'astronomie, l'écriture, la philosophie religieuse et les premières structures administratives, l'Europe antique, de son côté, a apporté une approche nouvelle. L'organisation, la formalisation, la systématisation du raisonnement, l'architecture politique du débat public, le droit, la logique et la méthode. Si l'Afrique a été le fleuve, l'Europe a été la rivière qui en canalise certains courants. Si l'Afrique a été la source, l'Europe a été le laboratoire de reformulation. Les Européens antiques ont voyagé, appris, imité, transformé, débattu, contredit. Les Africains avaient bâti la base. Les Européens en ont extrait des modèles abstraits, qui deviendront la matrice de la rationalité moderne. Ces deux mondes ne sont donc pas opposés, mais complémentaires. Ce qui relie l'Égypte aux cités grecques, ce qui relie les bibliothèques d'Alexandrie aux académies d'Athènes, ce qui relie les astronomes kémites aux géomètres hellènes, ce n'est pas la rivalité, c'est la transmission. Une transmission qui n'a pas toujours été reconnue, certes, mais qui a existé. L'Afrique a enseigné, l'Europe a retranscrit. L'Afrique a observé pendant des millénaires le mouvement des étoiles, l'Europe a construit les modèles mathématiques pour les décrire. L'Afrique a développé très tôt des structures scientifiques institutionnelles. L'Europe a développé des structures philosophiques ouvertes au débat. La vérité est simple. L'Afrique a été le professeur, l'Europe a été l'élève brillant, parfois ingrat, mais essentiel dans la transmission. Et aujourd'hui, alors que les peuples cherchent de nouveaux repères, de nouvelles vérités, de nouvelles racines, il devient indispensable de rappeler que l'histoire ne commence pas en Grèce, elle ne commence pas à Rome, elle ne commence pas en Europe.
L'histoire de la science, de la pensée et de la civilisation commence en Afrique. Dans les écoles de la vallée du Nil, dans les royaumes de Nubie, dans les savanes du Sahel, dans les bibliothèques d'Afrique noire, dans les traditions de peuples qui ont observé le ciel des milliers d'années avant que l'Europe n'écrive son premier traité scientifique. Comprendre cela n'enlève rien à la grandeur de l'Europe antique. Cela redonne simplement au monde une vision plus juste, plus équilibrée, plus humaine de son passé. C'est là que se trouve la plus grande leçon. Le savoir est universel, mais ses racines plongent profondément en Afrique, et sans elles, aucune civilisation n'aurait pu s'élever.